d'un point de vue interne, le lien est fait, y compris qu'on prend toutes les dispositions qui sont prises d'un point de vue de déréglementation du marché du travail, comme on dit, c'est directement inspiré par les politiques européennes, quoique le gouvernement veuille s'en défendre, mais c'est bon. Alors, et si maintenant vous me dites que d'un point de vue extérieur, c'est pas cette visibilité-là qui est donnée, ben on va y travailler. Effectivement, aujourd'hui, on a quand même du mal à nommer les choses, comme s'il y avait un secret de famille autour de l'Union européenne. Et par exemple, le projet de loi Macron est une écriture, quelque chose qui découle directement d'une note une recommandation qui vient de l'Union européenne en date de juin 2014. Et l'ensemble, la totalité des mesures du projet Macron résulte effectivement de recommandations de l'Union européenne. Donc effectivement, agir sur nos revendications, s'apercevoir qu'il y a un mur de l'austérité qui se heurte à nos revendications, c'est une chose. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut effectivement nommer les choses et dire qu'il y a bien effectivement une Union européenne qui, partout en Europe, pour l'ensemble des 28 États membres, provoque les mêmes conséquences à partir des mêmes causes. Je pense à la loi Macron avec la réforme des CHSCT, avec la réforme des prud'hommes, etc., etc. Donc tout ça, ça rentre un peu dans cette même logique de ce qu'ils appellent les réformes structurelles. C'est le discours européen, réforme structurelle. C'est ce qu'on demande encore aux Grecs aujourd'hui, c'est ce qu'on demande à la France. C'est ce que les Italiens ont fait avec la nouvelle loi sur les contrats de travail. Donc tout ça, on sait que tout ça, c'est européen et on sait qu'on manifestera le 9 avril, comme les Italiens l'ont déjà fait, comme les Belges l'ont fait dernièrement, comme les Espagnols le font et vont le refaire, et les Portugais. Donc tout ça, c'est quand même un mouvement général. Il a un sens pour nous, il a un sens pour les syndicalistes. Il est même d'ailleurs dans les traités. Dans la notion de compétitivité, il y a la question du bien-être des populations et du progrès social. Donc ça, c'est dans les affichages. Mais l'exemple type, la Charte des droits fondamentaux est une annexe au traité. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui devrait être dans l'introduction d'un traité européen. Quelle Europe? Pourquoi faire? Or, aujourd'hui, il y a un tas de jurisprudence, par exemple, où c'est le droit économique qui s'oppose aux droits sociaux, ou l'inverse, les droits sociaux ne peuvent pas s'opposer aux libertés économiques. Si on veut parler d'Europe sociale, il faut aussi régler ces questions. C'est-à-dire qu'il faut mettre les droits fondamentaux comme étant la priorité, et le progrès social comme étant la priorité de la construction européenne. On en est bien loin. C'est y compris ce qui fait des contestations de plus en plus fortes des travailleurs et des citoyens du point de vue de la construction européenne. Alors la question européenne est pour l'instant, par exemple, dans les précédents documents d'orientation de la CGT, sont peu ou mal traités. On nous parle de développement humain durable, des expressions un petit peu à la mode comme ça, mais sur l'analyse en profondeur de ce que cette Union européenne, de sa genèse, de sa structuration, de son mode de fonctionnement, il y a très peu de choses. On se contente de dire qu'il faut faire un eurosyndicalisme pour avoir une Europe sociale, mais sans en préciser ni les contenus précis, ni les conditions de cet avènement d'une Europe sociale. Et plus on parle des conditions de l'avènement de cette Europe sociale, entre camarades, plus on s'aperçoit qu'on ne voit pas comment ça pourrait se faire, en dehors de retrouver une part de souveraineté un peu partout dans les pays, pour reprendre la main. Je reviens sur la question de l'Europe sociale. Il n'y a que ceux qui en parlent qui y croient désormais. J'ai lu beaucoup de textes sur l'Europe sociale, et à part les incantations qu'il faut une Europe sociale, j'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait. Je vous le dis. Je ne sais pas ce que c'est l'Europe sociale. Je crois qu'il y a un véritable problème dans le mouvement ouvrier qui est lié, qui est pour la CGT comme pour d'autres, c'est déjà raisonner par rapport à l'histoire, à ce qu'est l'histoire de la construction européenne, de raisonner par rapport à ce qu'est le cadre et comment fonctionne l'Union européenne, pour quel objectif, qui l'a construite
Et déjà, je pense qu'il y a un déficit là-dessus qu'il faut arriver à combler, à expliquer. L'Union européenne n'a pas été structurée pour répondre aux intérêts des salariés. C'est pas son but, c'est pas son objectif. Et quand on regarde aujourd'hui où on en est rendu depuis le débat sur le référendum sur la Constitution européenne, ce qui s'est passé avec le traité de Lisbonne, quand on lit le traité de Lisbonne, il n'est pas au service des intérêts des salariés. C'est exclusivement les intérêts économiques qui priment. Et même si certains pensaient qu'on pourrait aller vers du social avec l'Union européenne aujourd'hui, c'est impossible. Ils ont décidé d'attaquer le problème par plusieurs bouts successifs qui s'emboîtent les uns les autres sans donner l'apparence d'une cohérence. Ça a commencé en 91, hein, on est petit bout par petit bout, avec d'abord la séparation du rail des matériels roulants d'un point de vue fonctionnel, ensuite d'un point de vue comptable, ensuite d'un point de vue organique, et toute une série, on en est au 4e paquet ferroviaire successif. Donc là, c'est le 4e qui est actuellement en discussion au niveau de l'Union européenne. Mais sans attendre, le gouvernement français a mis en place une loi l'année dernière qui a fait exactement le contraire de ce qu'elle prétendait. Au nom de la réunification, elle a éclaté la SNCF historique en la privant de moyens en termes de financement, ce qui fait qu'elle a préparé la structure ferroviaire du pays à l'application du futur paquet ferroviaire qui est en discussion. Ah oui, alors il y a des concomitances un petit peu dans les dates. Hein. Voilà, on sépare, enfin on casse les PTT, on sépare les postes et télécoms en 1900, dans la période 90-92. Hein. 92, c'est également le traité de Maastricht. Ensuite, la privatisation de France Télécom, hein, devenue Orange depuis, et la déréglementation de l'ensemble du secteur des télécoms se produit en 1996-1997, hein, donc là aussi quelques années après le traité de Maastricht. Hein. Donc il est clair que vouloir casser les monopoles publics, ça conduit et ça s'est passé dans le secteur des télécoms, secteur aérien, le secteur de l'énergie, le secteur de l'eau, enfin dans différents secteurs hein, de réseaux publics finalement. La Poste est un petit peu différent, c'est arrivé après, j'y reviendrai. Hein, mais les télécoms, c'était un secteur extrêmement juteux qu'il était urgent de privatiser finalement, hein, car ce prétexte de déréglementation, de concurrence soi-disant libre et non faussée, a été l'occasion de privatiser et de rendre ce secteur qui était à but non lucratif un investissement à très haut rendement hein, pour les investisseurs privés. Donc tout ça, effectivement, c'est l'Union européenne qui l'a voulu, qui l'a prédit, qui l'a mis en place, et ça s'est passé partout en Europe. On est passé de monopole public à quelques multinationales maintenant qui se partagent le gâteau. Et je le répète, c'est un gâteau à très haut rendement capitalistique. En fait, l'histoire de la déréglementation, en particulier d'énergie, ça date de 92. 92, ils ont commencé à planter les premières banderilles. Et dès le traité de Maastricht, il y avait un chapitre qui consacrait ce qu'on appelait à l'époque, c'était peut-être un peu technique, l'accès tiers au réseau. Hein, ce qui voulait dire qu'en fait, les réseaux de transport de gaz, d'électricité étaient ouverts à tout le monde, alors qu'on avait en Europe en général plutôt des entreprises intégrées qui assumaient la production, le transport, c'est-à-dire la haute tension, et la distribution chez le client, le consommateur final. Donc en fait, depuis 92, alors il y a eu un espèce de basculement à cette époque, les Allemands et les Français étaient sur la même longueur d'onde, et puis il y a eu un basculement qui a fait que tout a été mis en route. Donc l'accès tiers au réseau, l'ouverture des marchés, tout ça a été mis, ils ont mis à peu près 20 ans pour arriver au modèle qu'ils avaient en tête, qui est à peu près le modèle britannique aujourd'hui, c'est-à-dire une multitude d'intervenants. Alors évidemment, la France, il y avait un problème. C'est-à-dire qu'en fait, le système prôné par Bruxelles, il est complètement à l'inverse de ce qui se faisait en France. En France, vous aviez un monopole nationalisé. Vous avez un monopole nationalisé, intégré, c'est-à-dire que vous avez toutes les fonctions de ces entreprises. Donc en fait, là, vous avez 2 entreprises, EDF et GDF. Aujourd'hui, vous en avez 6. D'accord ? Puisqu'en fait, tout ce qui est réseau a été séparé.
Donc on est au bout du bout de la déréglementation, c'est-à-dire que bientôt ils réclament que ces fameux réseaux soient complètement séparés de ce qu'ils appellent les opérateurs historiques pour avoir un modèle complètement désintégré. Et on est aujourd'hui en 2015 dans une situation où de plus en plus d'entreprises privés avec des actionnaires prennent des parts de marché, c'est devenu un marché, et donc tout est fait pour faire en sorte que ce qui a été construit, érigé avec des fonds publics soit désormais transmis et gracieusement à des entreprises, à des consortiums, à des holdings privés pour gaver des actionnaires. Voilà le but suprême, et c'est vrai pour le chemin de fer comme c'est vrai pour tous les domaines, télécommunications, énergie et la santé en ligne de mire plus tard. Pour les usagers, ça a été déjà une jungle tarifaire, ça a été la fin de l'égalité de traitement sur le territoire. On voit bien aujourd'hui encore avec l'accès au très haut débit numérique, selon qu'on est à la ville, à la campagne, selon qu'on est dans les endroits riches ou les quartiers populaires, ça ne se fait pas à la même vitesse. Ce que ne savent peut-être pas les usagers, c'est que, et on arrive à le démontrer quand même, c'est que si on avait conservé un monopole public, on serait allé beaucoup plus vite dans les mutations technologiques, parce qu'il y aurait une vraie maîtrise de la recherche, de l'investissement, de l'exploitation du réseau, et de l'ensemble de la filière télécom, y compris les équipementiers qui, comme Alcatel, sont également soumis à pas mal de tempêtes capitalistiques. Donc voilà, donc pour les usagers c'est une dégradation, c'est-à-dire que les nouvelles technologies auraient pu arriver nettement plus vite et de manière beaucoup plus égalitaire dans le cadre d'une entreprise, enfin d'un établissement public. Et pour les salariés, eh bien là on en est quand même victime d'un changement de culture qui a été un vrai traumatisme, c'est-à-dire que non seulement on a poussé à fond la productivité avec des baisses d'effectifs extrêmement importantes. Donc ça a été quelque chose qui a créé beaucoup de stress, et qui continue de le faire d'ailleurs, à France Télécom. Mais également ce changement de culture imposé quand on est fonctionnaire, qu'on fait un service public et qu'on nous demande de faire du fric et quelque part de voler les usagers devenus clients. Effectivement, ça donne lieu à pas mal de résistance, de lutte, et puis on ne gagne pas sur tout. La privatisation a eu lieu finalement, donc voilà, on a laissé pas mal de plumes. Donc la dernière étape, c'est de faire disparaître ces tarifs régulés. Et là, vous aurez un vrai marché, vous allez choisir, à la limite, vous allez dans votre supermarché, comme ça se fait quelquefois en Grande-Bretagne, et vous allez choisir avec votre carte un distributeur d'électricité. Et donc là, ce sera le nirvana pour la Commission de Bruxelles. Tout le monde ira chercher son électricité ou son gaz comme on va chercher son fromage ou ses carottes. Donc voilà, c'est ça l'idée générale. Alors après, derrière, ça c'est ce qu'ils veulent. Après, il y a des conséquences collatérales. Donc une des conséquences collatérales, ça a été la privatisation d'EDF et GDF. Parce que évidemment, dans un marché libre, une entreprise publique, ça ne peut pas le faire. Alors pourquoi ça ne peut pas le faire ? Parce qu'une entreprise publique, elle a un accès au marché financier plus facile puisqu'elle est garantie par l'État, donc il y a un problème. Donc on est passé d'un statut d'EPIC à un statut de société anonyme. Et puis comme on avait soi-disant des problèmes de financement, cette société anonyme après a été mise en bourse. L'EDF est au CAC 40. GDF, son destin était un peu différent, puisqu'en fait elle a été absorbée par Suez. Puisqu'il y avait une menace d'OPA. Ça, c'est aussi un autre attrait du marché libéralisé, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez eu, comme on libéralisait les entreprises, vous savez, le capital, malheureusement, enfin, le capital, c'est une vieille loi, il se concentre. Donc en fait, puisqu'il y avait un marché qui s'ouvrait et que les frontières tombaient, les entreprises se sont mis à racheter les uns et les autres. Donc la CGT, aux alentours des années 2006-2007, ils avaient fait une évaluation, on en était quand même à 200 milliards d'euros qui avaient été mis financièrement sur la table pour acheter des entreprises à droite à gauche. Donc il y a eu des grosses opérations, Enel qui a racheté, donc l'électricien italien qui rachète l'électricien espagnol, l'électricien allemand E.ON qui rachète le gazier allemand Eurogaz, enfin des grosses opérations. Et EDF et GDF n'étaient d'ailleurs pas en reste, puisque EDF a racheté London Electricity et par exemple Montedison en Italie. Donc vous comprenez bien que ces milliards d'euros, on ne les a pas retrouvés ni dans le système de production, ni dans les réseaux, ni dans la baisse des tarifs. Donc ça, c'était une des conséquences, j'allais dire, liées à cette libéralisation. Et derrière, pour les entreprises, c'était aussi changement de culture. C'est-à-dire on est passé d'une culture, j'allais dire, technique,
Oui, on est passé d'une culture technique, j'allais dire une culture d'ingénieur, à une culture de résultats. Mais de résultats non pas techniques, mais résultats financiers. Il y a le problème du prix et il y a aussi le problème de l'accueil du consommateur, qui jusqu'à dernièrement pensait encore que DF et GDF c'était la même entreprise par ailleurs. Bon, donc en fait on a complètement désoptimisé le système français, désorganisé, et en fait aujourd'hui on est à peu près persuadé que ça coûtait plus que ce que ça n'a rapporté cette affaire. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais c'était les directives européennes qu'il fallait appliquer. La monnaie, ça dépend de ce qu'on en fait de la monnaie, hein, que ce soit une monnaie européenne, une monnaie nationale. Bon, par exemple, je fais référence aux États-Unis, qui est quand même pas l'exemple le plus porteur de socialisme. Hein. Bon, voilà, le gouvernement américain a pu faire jouer à la banque centrale américaine un rôle pour essayer de relancer la croissance que la BCE ne peut pas faire. Donc, c'est pas la question de la monnaie, de l'euro ou pas de l'euro, c'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est-à-dire que nous, on n'est pas pour enlever quelque chose, on n'est pas pour enlever de la monnaie, on n'est pas pour enlever de l'euro, on est pour rajouter de l'harmonisation sociale et fiscale en Europe. C'est ce qu'on porte la CGT, mais c'est aussi ce que porte la Confédération européenne des syndicats avec ses organisations affiliées. Et il est évident que si on veut avoir une monnaie unique, il faudra mettre sur pied toute une série d'instances fédérales. Bien. Ces instances fédérales ne peuvent acquérir leur légitimité qu'à travers la constitution d'un corps électoral fédéral. Ce qui veut dire que on suppose que les habitants des différents pays se comporteront comme les habitants, par exemple, des 13 colonies initiales américaines, ou comme les habitants des différents Länder de l'Allemagne, ou les habitants des différents États du Brésil, ou des différents États de l'Inde. En tout cas, il y a quand même toute une série de pays fédéraux et qui fonctionnent, par ailleurs, et qu'ils constitueront un corps politique unifié, avec des élections qui seront communes et qui enverront, en même temps qu'elles peuvent envoyer très bien des représentants pour chacun de ces pays, mais qui enverront principalement des représentants à une assemblée commune, et cette assemblée commune aura des pouvoirs déterminants par rapport aux assemblées des différents pays. Bon, c'est ça en réalité un système fédéral. Sauf que, et c'est là où on retrouve l'économie, l'histoire montre, car on a maintenant 200 ans d'expérience du fonctionnement des États fédéraux. L'histoire montre que ces États fédéraux, soit ont éclaté, alors il y a par exemple le cas de l'Autriche-Hongrie, qui était de fait un État fédéral et qui a éclaté, soit ont, d'une certaine manière, centralisé une grosse partie de leur budget, si on veut dire par là qu'il faudrait faire une avancée décisive vers le niveau fédéral, oui, c'est logique. C'est logique. Il faut, à ce moment-là, effectivement, se doter des mécanismes de transfert et des mécanismes politiques qui valident, d'une certaine manière, ces mécanismes de transfert. Mais, quels seraient les pays qui seraient prêts à accepter cela ? En sachant qu'aujourd'hui, ces transferts devraient venir majoritairement de l'Allemagne et que l'Allemagne, d'une certaine manière, ne peut pas. On peut discuter si elle veut ou si elle ne veut pas, mais à la limite, ça n'a pas d'importance. Elle ne peut pas, quand bien même voudrait-elle, elle ne peut pas, d'une certaine manière, fournir à la zone euro les 160 ou 200 milliards d'euros de transferts qu'il faudrait faire par an, je dis bien par an, c'est-à-dire entre 8 et 10%, à peu près, ou même pourrait monter à 240 milliards, entre 8 et 10% de son produit intérieur brut, on voit bien que là,
Tout simplement, les Allemands, parce qu'ils ne se considèrent pas comme français, parce qu'il n'y a pas une réelle solidarité populaire, refuseraient cela, et que donc ça n'a pas de sens d'en parler. Et on revient toujours à cette question politique, qui est la question de savoir, est-ce que les peuples d'Europe sont prêts à se fondre dans un grand peuple européen ou pas? Je ne me pose pas sur le plan normatif. Est-ce que ça serait bon? Est-ce que ça serait pas bon? Ce n'est pas la question. La véritable question, c'est aujourd'hui des gens du bassin parisien, en réalité, payent des transferts extrêmement importants vers des régions comme le Massif central ou vers la Corse, bon, etc. Bien. Et tout le monde trouve ça tout à fait normal parce que nous sommes tous français. Bien. Est-ce que l'on peut imaginer que cette situation s'imposera au niveau de l'Union européenne et au niveau de la zone euro? Très clairement, non. Donc, tous ces discours sur il faut faire un nouvel euro, il faut faire une nouvelle banque centrale, en réalité, ça revient à dire il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Ça a à peu près la même capacité performative. C'est idiot. Il y a un cadre défini par la politique européenne, et je dirais, au-delà, il y a le cadre qui est défini par la logique de l'euro. À la limite, l'Eurogroupe et la Commission de Bruxelles n'ont même pas besoin de demander des choses. Ces choses vont s'imposer par la simple logique qu'il y a d'une mise en concurrence de l'ensemble des économies entre elles, et du fait que, évidemment, dans ce système, le moins-disant, moins coûtant gagne. Et quand on a un marché unique, une monnaie unique, avec des régimes sociaux qui sont différenciés, eh bien, ça entraîne tous les pays dans une espèce de course à l'échalote au moins-disant, moins coûtant, et de deux choses l'une, soit ça fait exploser le système social et ça nous ramène à une situation de régression tout à fait effrayante, soit ça fait éclater l'euro et le marché unique. Ce qui était extrêmement important pour toutes les ONG qui avaient participé, parce qu'il y avait une convention, c'est qu'on avait l'introduction des droits fondamentaux et de droits de troisième génération. L'effectivité de ces droits n'était pas réglée, mais le problème, c'est qu'ils devenaient aussi importants que les droits à la concurrence. Il y avait une bataille pour dire les droits de l'homme sont aussi importants que les droits à la concurrence. Très vite, le traité de Lisbonne s'est retiré de cet aspect-là. C'est-à-dire que le traité de Lisbonne a considéré que c'était secondaire, ça, et il a traité le problème économique. Donc le traité de Lisbonne, de ce point de vue-là, le débat n'était pas réglé par le traité constitutionnel. Le débat était commencé en disant les droits de l'homme. Ceci dit, et ça je souhaite que vous le disiez, c'est ce que fait Podemos, c'est la base de l'organisation de Podemos en Espagne. C'est que les droits de l'homme, les droits fondamentaux sont les éléments essentiels pour l'organisation de l'économie et du développement demain. C'est une des bases d'un projet. Pourquoi on ne peut pas... Ce qui fait la différence sur un projet de lutte contre, ce qui a été le cas des syndicats dans leur majorité, aussi bien en Italie qu'en Espagne, qu'en France, qu'en Grèce aujourd'hui, qu'en Irlande, même qu'en Grande-Bretagne, et même en Belgique, dans le moment présent, c'est que la construction du projet passe par cette bataille immense sur la démocratie de demain, sera une démocratie où les citoyens ont un rôle extrêmement important. Il y a un pari, parce que tous les syndicats européens, même les syndicats français, il y a eu que 2 votes contre le comité exécutif de la CES. Ils ont fait le pari, alors c'est un pari politiquement compliqué, mais qui n'a pas été un enjeu d'un débat. Le débat n'a absolument pas été un débat... contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'a pas été un débat passionné, c'est de dire il faut qu'on s'appuie sur l'intégration des droits fondamentaux pour pouvoir rebondir. C'est-à-dire, et de dire, et ça vaut la peine d'essayer de mener
ce débat pour dire on aura une base juridique européenne pour pouvoir créer un rapport entre les droits de l'homme et le droit à la concurrence. Le pragmatisme était de dire on aura peut-être quelque chose de plus pour pouvoir lutter, mais on n'est pas sûr. Donc le pari était un pari pascalien, mais c'était, il n'y avait aucune illusion sur la partie économique. C'était de dire est-ce qu'on peut modifier les rapports ? Le rapport sur la façon dont les peuples traitent ensemble le problème. Visiblement, c'est la question la plus... Mais ça reste une question difficile. C'est une banalité que de dire que le bilan est catastrophique. D'un point de vue économique, c'est évident, et d'un point de vue social. Et la crise depuis 2008 n'a fait qu'accélérer cette régression économique, sociale et industrielle. Enfin, on est quand même sur l'échelle d'un continent en passe d'une récession majeure. Et face à cela, il n'y a aucune décision de rupture avec ces politiques dont on mesure aujourd'hui les conséquences néfastes. Mais pire, il y a une volonté de poursuivre, de ne pas reconnaître ses erreurs et de poursuivre, ce qu'on ne voit nulle part ailleurs. Parce que le traité constitutionnel, par exemple, on y reviendra, mais avait un élément positif selon moi, c'est qu'il donnait plus de pouvoir au Parlement européen. Il était sur ce qu'on appelle la codécision. Or, on vient d'apprendre cette semaine que, alors que le Parlement européen, avec un certain consensus d'ailleurs entre le PPE et les sociodémocrates, avait proposé qu'il y ait une directive progressiste pour la maternité, par exemple, le Conseil vient de rejeter cette possibilité. Donc on voit bien que même d'un point de vue de la démocratie, ce qui était, selon moi, une petite avancée démocratique, il y a un recul net et une volonté de tout reprendre les choses en main. Un moment de confusion, oui, sans doute, on en vit de temps en temps, la CGT, des moments de confusion. Moments de grand débat, oui, même des débats assez vifs. Mais le débat, moi, j'y étais au comité confédéral national, le jour où il y a eu l'expression, mais dans les débats, y compris antérieurs, avant ce comité confédéral national, le débat, il ne portait pas de savoir si la CGT devait se prononcer pour ou contre. En tout cas, le débat ne portait pas sur pour. Il y a eu un débat sur est-ce qu'il doit y avoir une expression syndicale tranchée, et donc qui aurait été en faveur du non, dans le cadre d'une consigne de vote. Voilà, c'était ça plutôt le débat qui nous a animés à l'époque, et qui s'est conclu par cette position de la CGT d'appeler à rejeter le traité constitutionnel, qui, sous d'autres mots, voulait dire appeler à voter non. C'était ça le débat qu'on avait dans la CGT. Est-ce que syndicalement, on doit se positionner dans le cadre d'un traité constitutionnel, voilà, et si on doit se prononcer, le débat n'a jamais porté sur le oui, ou sur l'abstention, il a porté sur le rejet. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vécu le débat à l'intérieur de la CGT. Dans ma propre organisation, d'ailleurs, de la Fédération de Mines-Énergie, c'était ce débat-là qui était porté. D'ailleurs, quand on est arrivé, nous, la Fédération de l'Énergie, au CCN, on avait eu un conseil général, je pense, une semaine avant, où précisément, on n'a pas pris une décision dans notre comité, dans notre conseil général, pour attendre aussi le débat du CCN. Donc on n'était pas non plus tranché là-dessus. Même si moi, personnellement, personnellement, j'étais pour le non. Mais j'entendais aussi des camarades j'entendais qui disaient, est-ce que c'est la CGT, parce que la CGT, c'est large, il y a des gens dans la CGT qui ont voté oui. Donc il y avait aussi cette volonté... entre guillemets, et puis je lâche le mot, de protéger aussi l'organisation. Il y a eu à la fois dans les débats internes de la CGT des débats de forme sur fallait-il que la CGT ou pas prenne position, parce qu'un certain nombre de militants étaient influencés notamment par les thèses du Parti Socialiste qui poussaient dans le sens du vote favorable à la Constitution européenne. D'autres qui étaient complètement désorientés, et je pense, et particulièrement parmi les dirigeants. Parce qu'un aspect important, c'est que moi je fais partie d'une région où, dans les départements, les unions départementales, pour la plupart, ont mené un travail d'explication de fond sur ce que contenait ce traité et ont fait prononcer les syndiqués. Et ce sont les syndiqués dans les syndicats qui se sont exprimés pour que les membres du CCN prennent une position en faveur du rejet de la Constitution européenne. Et je crois que ce qui a fait basculer les choses au CCN
du 3 février 2005, c'est l'expression des syndiqués, des syndicats, et qui majoritairement, et particulièrement les unions départementales, ont poussé à ce basculement contre, je pense, on peut dire, une majorité des membres de la direction confédérale qui considéraient que soit il ne fallait pas prendre position, soit il était favorable, puisqu'un certain nombre d'ailleurs, dans le cadre de leur responsabilité, de leur engagement, dans des associations comme Confrontation par exemple, ou OPS ou dans d'autres organisations, ont milité pour soutenir la Constitution européenne. Ça, c'est les faits, c'est l'histoire, voilà. Le problème après, c'est de créer les conditions d'une véritable dynamique européenne. C'est extrêmement important. Alors, ils les ont créés, là. La CES vient dans la dernière période de dire il faut changer les conditions du développement. C'est pour ça que moi, quand j'étais à Bruxelles, une chose qui va vous paraître... la première chose que j'ai faite, c'est de créer une alliance qui s'appelle la Spring Alliance entre la plateforme environnementale et la plateforme sociale et la CES. Et depuis ce temps-là, à chaque sommet européen et à chaque moment, on a toujours travaillé et on a fait des actions entre les ONG environnementales, les ONG sociales et la CES. Parce qu'on est obligé de créer un mouvement de dynamique sociale. L'objectif était d'adhérer à la CGT pour pousser, faire évoluer la CES dans ses positionnements. Je pense que... on est au milieu du gué, il y a nécessité vraiment de pousser davantage. Je rappelle quand même que la CES était pour la Constitution européenne. La CES n'a malheureusement pas condamné les interventions militaires qui ont pu être faites dans le cadre de la zone Europe et de l'OTAN dans différents pays depuis cette période-là. Et là, je pense que ce sont des vraies questions. Ce sont des vraies questions parce que les valeurs de solidarité, les valeurs pacifistes de la CGT, personne d'autre que la CGT les défendront. On adhère en 1999 à la CES. Voilà. On est accepté en 1999. Donc 99-2005, c'est quand même relativement récent. On est aussi dans une période où les directives de déréglementation, elles sont déjà dans les télécommunications, dans l'énergie, etc. Donc il y a quand même déjà dans la CGT, et c'est une réalité, une vision très négative de la construction européenne. Il faut appeler les choses comme elles sont. Et notre arrivée à la CES, ça ne s'est pas fait non plus comme ça, aussi facilement. Donc ce rapport-là, on l'assume. Depuis, on a bougé dans la CGT, les organisations ont bougé sur le rapport à l'Europe et surtout sur le rapport au syndicalisme européen. L'arrivée de la CGT a aussi donné une vision ou un PEPS, on va le dire comme ça, supplémentaire avec notre culture. Là, on passe un peu d'une CES qui est un peu lobbyiste, c'est aussi son histoire, avec d'autres organisations, notamment les organisations latines, avec qui nous avions déjà des relations, je pense aux Espagnols, aux Italiens, aux Grecs, aux Portugais. Ça a amené un peu, un peu plus de dynamisme. Moi, j'ai l'habitude de dire que le rapport des militants qui s'intéressent aux questions européennes et à la CES, vous diront que la CES est beaucoup plus offensive qu'elle était il y a quelque temps. Les enjeux, en tout cas tels que nous la CGT, on a commencé à les porter dans la préparation du congrès. On fera y compris une contribution d'ailleurs écrite qu'on souhaite associer largement d'autres organisations en Europe. C'est qu'on a besoin, pour le dire vite, d'avoir une CES et donc des organisations de la CES qui acceptent que cette organisation soit moins une organisation de lobbying, de par son histoire, ne serait-ce que parce qu'il n'y a plus rien à chercher de ce côté-là. Et pour être vraiment une confédération interprofessionnelle européenne. Voilà, le débat est sans arrêt posé, y compris la question sur le bilan de l'action syndicale, de l'action de la CGT à l'intérieur de la CES. Depuis maintenant près de 20 ans qu'on en est membre, qu'est-ce que ça a donné ? Qu'est-ce que ça... on a réussi, comme on avait projeté dès le début, à emmener la CES sur des bases de classe, ou est-ce que c'est plutôt, je dirais, l'orientation de la CGT qui se conforme
devient euro-compatible, comme je le disais tout à l'heure. Et je pense que là, il y a une vraie question qui doit être posée dans tous les syndicats à partir de vrais débats. C'est la question que je posais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est les syndiqués de la CGT qui doivent trancher la position de la CGT au sein de la CES, et en particulier au sein du congrès de la CES. C'est le bilan. Est-ce qu'on a la possibilité de tirer la CES sur des bases de classe, ou est-ce que c'est illusoire et qu'il faut d'ores et déjà penser à d'autres formes d'organisation pour vraiment mener des actions communes, convergentes? Il ne se passe rien sur la préparation démocratique du congrès de la Confédération européenne des syndicats. C'est plutôt un non-sujet pour l'instant. Donc moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut débattre du syndicalisme international, du syndicalisme européen, et débattre du fait que la CES colle beaucoup trop à l'Union européenne, même s'il lui est arrivé d'être critique sur les politiques d'austérité. Le discours initial de la CGT, c'était on veut être reçu, on veut faire partie de la CES pour un petit peu rougir ce syndicalisme européen. Est-ce que c'est pas la CGT qui a perdu un peu des couleurs, et là, je pense quand même on affiche souvent des intentions, mais on a du mal à faire des bilans, des évaluations. Donc je pense que l'évaluation de notre présence à la CES n'est pas réellement faite. Donc je pense que c'est un vrai sujet pour la préparation du prochain congrès de la CES. Ouais. Alors la CES, moi, tel que je le comprends, enfin de ce que je l'avais analysé, c'est donc c'est quelque part, et ils vont peut-être pas être contents que je dise ça, c'est une institution européenne. Et donc elle est dans les processus de concertation sur les différentes directives. Je distingue la CES de l'internationalisme syndical. Par exemple, moi, dans mon expérience syndicale, j'ai eu l'occasion de discuter avec nos camarades syndiqués de Norvège. Donc ils travaillaient donc dans la boîte de gaz, enfin d'exploration, production de gaz norvégienne et de pétrole aussi d'ailleurs, Statoil. On avait fait une grève avec eux. On avait concerté une grève. Eux, ils faisaient grève sur les puits de production, et les camarades de GDF, ils faisaient grève à Dunkerque. Voilà, ça c'est une action européenne, ça c'est une action internationale de syndicalisme, qui sur un sujet précis, en l'occurrence la privatisation respective de leur entreprise, ont agi. C'est pas un débat qu'on voit monter dans la CGT, honnêtement. C'est un débat qui monte dans la société, en tout cas. Oui, c'est un débat. Oui, non, mais c'est un débat. Puis on regarde tout ce qui peut être études d'opinion, etc. En tout cas, cette question pour la France, par exemple, de se désengager de la construction européenne et de l'euro, c'est pas une question c'est une question pour le moment qui est minoritaire. Moi, je pense que c'est plus il y a un vrai. Ce qui est de plus en plus remis en cause, c'est à la fois effectivement les politiques sociales et le problème de la démocratie. Alors je ne suis pas en train de dire par là que si on compte, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, l'état de l'opinion sera toujours là. Moi, ma crainte, effectivement, je pense que s'il n'y a pas des ruptures démocratiques, économiques et sociales, les peuples ce ne sera pas tant une décision de quitter la construction européenne qu'une décision du repli national. Mais ça, c'est un scénario qui est plausible. Où on se contente de dire on ne peut rien changer au système économique mondial, on a peu de chances que l'europositivisme. On ne peut pas mettre comme base d'organisation de la société la concurrence entre pays, la concurrence entre travailleurs. Aujourd'hui, ces éléments-là sont extrêmement dangereux pour la démocratie. Pour mener une politique, il faut se sortir des carcans et des lois et des obligations européennes. C'est les gouvernements qui ont accepté de sacrifier leur souveraineté, leur capacité et leur autonomie d'action. Je pense en particulier l'idée de présenter le budget préalablement à l'Europe avant de le faire voter par les députés. Enfin, c'est les gouvernements qui l'ont fait, mais c'est s'attacher les mains. Pour mener notre politique, le débat commence par sortir de là, sortir de cette question-là, que ça soit le budget, que ça soit la règle d'or, et tout un tas de choses. Retrouver la souveraineté dans notre pays et la maîtrise publique des affaires du pays.